Donc, le sujet du jour aujourd'hui, c'est évidemment l'introduction aux méthodes de gestion de projet autour de Prince2 et de PMP. L'idée, c'est qu'avec Christophe, on vous présente une vue d'ensemble des méthodes basées sur notre expérience et qu'on mette un focus sur le démarrage d'un projet. Comment on démarre un projet en Prince2 et en PMP. Et puis, on balayera une conclusion sur voilà, quels sont potentiellement les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre méthode. Vous avez accès normalement à un chat, donc vous pouvez poser vos questions ou alors il y aura un petit temps, on prévoit 10-15 minutes à la fin pour que vous puissiez poser vos questions en live. Voilà, donc l'idée, c'est que voilà, en une heure, avec le temps que l'on a, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir une idée de qu'est-ce que Prince2, qu'est-ce que PMP, que vous puissiez vous projeter dans l'une ou les deux méthodes. Et on va essayer de vous donner une idée plus précise justement par rapport à cette phase d'initialisation d'un projet, que vous puissiez vous en imprégner. Donc, je laisse la parole du coup à Christophe pour démarrer le. Ouais, donc encore une fois, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je vais plus m'attarder sur la partie Prince2. Mais avant de démarrer dans le vif du sujet, un petit rappel, parce qu'il y a certains mots ou certains termes qui seront importants pour la suite. Donc, avant de continuer, un bref rappel sur les caractéristiques d'un projet ou qu'est-ce qu'on entend par un projet. Mais la première caractéristique, c'est que un projet doit répondre à un besoin qui est défini, qui est clairement acté de toutes les parties prenantes. Donc, on verra ça plus en détail par la suite. L'ensemble gère en fait le but d'un projet, c'est de livrer quelque chose en fait. Donc il y a un produit, un service ou un résultat qui est attendu à la fin du projet, en lien avec ce besoin évidemment. Le tout est lié au temps, donc il y a une date de début, une date de fin. On a fatalement pour dérouler ces activités spécifiquement un budget qui est alloué et le tout est géré par une équipe projet chapeautée par un PM, un project manager. Donc voilà, quelques petites caractéristiques pour bien remettre les choses dans le contexte. Alors, Prince2, c'est une méthode en fait qui décompose la gestion de projet en trois gros blocs, je vais dire d'activités ou de principes. Donc, on va avoir au niveau des fondamentaux les 7 principes de la méthode qui donnent les lignes directrices et les bonnes pratiques. Les 7 thèmes qui donnent les aspects plus du management à aborder en termes de performance et le tout géré par 7 processus et on rentrera plus dans le détail dans 2 processus par rapport au démarrage d'un projet selon Prince2. Alors, les 7 principes, à chaque fois, j'ai repris la ligne du temps comme ligne directrice depuis l'initialisation jusqu'à la clôture en passant par l'exécution. Donc, le premier des 7 principes, c'est la justification. Donc, c'est le fameux besoin du projet qui est fatalement défini au moment de l'initialisation et qui doit rester valable tout au long de l'exécution du projet. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, c'est la justification. Deuxième principe, au moment de l'initialisation, ce sont les leçons tirées du passé. Donc, il y a un chapitre important dans Prince2 par rapport à ça. C'est on évite, dans la mesure du possible, de réinventer la roue ou de répéter les mêmes erreurs que dans d'autres projets précédemment déroulés. Le troisième principe, ouais. Donc, c'est tout au long de l'exécution, c'est la définition claire des rôles et responsabilités de l'ensemble des parties prenantes ou membres de l'équipe projet.
Le principe suivant, c'est le management par séquence. Et ça, c'est une des caractéristiques très importantes de la méthode. C'est la découpe par séquence de l'ensemble du projet avec des livrables clairement attendus et définis dès l'élaboration du projet pour passer d'une séquence à l'autre tout au long de l'exécution. Le principe suivant, c'est le management par exception. Donc, pour chaque séquence, comme je l'ai dit, il y a un livrable avec une notion de qualité qui est attendue par rapport à ce livrable. Et si la qualité, l'issue de la séquence, du produit de la séquence, on va parler de produit de séquence, si la qualité n'est pas atteinte, ben, il y a un management par exception qui est proposé par la méthode pour justement faire face à ces problèmes de qualité, séquence par séquence. Principe suivant, c'est, je l'ai déjà évoqué dans ce que je viens de dire, c'est la focalisation produit, donc séquence par séquence, et à l'issue du projet, fatalement, c'est le but, c'est focaliser sur le produit, sur le livrable et la qualité de ce produit qui est attendu séquence par séquence ou à l'issue du projet. Le principe suivant, c'est l'adaptation à l'environnement. Donc, la Prince2 peut paraître rigide comme méthode, mais des adaptations par rapport à l'environnement sont toujours possibles. Fatalement, une entreprise n'est pas l'autre, un projet n'est pas l'autre, et ainsi de suite. Donc voilà pour les 7 principes. À côté de ça, on a les 7 thèmes. Au moment de l'initialisation, en lien avec la justification du projet, c'est le business case. Et effectivement, le thème suivant, c'est le plan ou la notion de planning de séquence principalement. Le thème suivant, c'est l'organisation. Un petit focus sera fait sur le slide suivant par rapport à l'organisation et à la définition des rôles et responsabilités qu'on a vu juste avant au niveau des principes. Oui, vas-y. Tout au long de la vie du projet, depuis l'initialisation jusqu'à la clôture, pendant toute l'exécution, il y a la notion de gestion du risque. Donc, ça démarre bien au moment de l'initialisation. C'est important de savoir quels sont les risques projets associés au projet qu'on va dérouler. Et la notion de qualité, on l'a déjà évoqué tout à l'heure au niveau des principes et de la gestion par management par exception. Donc, la notion de qualité est un des 7 thèmes importants. La notion de changement, encore une fois, c'est en lien avec la qualité. Si la qualité n'est pas rencontrée ou qu'on a un changement de besoin en cours de projet, il y a le thème gestion du changement qui en rentre en ligne de compte. Et fatalement, comme tout bon projet, la gestion de la progression et le contrôle de cette progression est un des 7 thèmes aussi repris dans la méthode Prince2. Petit focus vite fait au niveau de l'organisation. Donc, organisation classique, donc le chef de projet au centre. Les canaux de communication privilégiés, ça part du chef de projet vers l'exécutif. C'est pour ça que j'ai mis ça en rouge ici. Et donc, chaque comment je vais dire, membre de l'équipe a un rôle à jouer. Donc, c'est principalement le comité de pilotage avec l'exécutif qui regroupe également l'utilisateur et le fournisseur principal du projet qui sont en lien privilégié avec le chef de projet. Le chef de projet est fatalement une équipe projet gérée éventuellement par comment je vais dire, secteur d'activité par un chef d'équipe bien spécifique. Et à côté de ça, Prince2 prévoit des équipes ou des staffs bien spécifiques par rapport à l'assurance projet ou le maintien de la méthode Prince2, l'autorité de changement en délégation de l'exécutif qui gère, comme son nom l'indique, les changements éventuels en cours d'exécution, et le support projet qui est là pour aider le chef de projet ou le chef d'équipe dans la gestion quotidienne du projet, planning, archivage,
minutes de réunion, ce genre de choses. Vas-y, tu peux passer. J'ai vu des questions passer. On reviendra à la fin au niveau des questions. Hein. Vous inquiétez pas. Et donc, laisse cette processus. Vas-y, tu peux avancer. Je vais les parcourir les uns après les autres. Donc, on commence par l'élaboration de projet. Ensuite, l'initialisation de projet. On viendra plus en détail là-dessus par la suite. Le contrôle d'une séquence. Donc, comme on l'a vu, le management par séquence, un des processus, c'est le contrôle de la séquence. C'est la gestion de la gestion de la livraison du produit, hein, en lien avec le contrôle de la séquence. Gérer la limite de séquence. Donc, comme je l'ai dit, c'est une méthode qui paraît assez rigide, mais un des avantages, c'est d'avoir vraiment des gates tout au long du projet pour gérer les séquences et la livraison du produit de la séquence avant de passer à l'étape suivante. Okay, le tout chapeauté par le comité de pilotage qui dirige le projet avec des canaux de communication et un reporting bien privilégié. Et le dernier processus, c'est la clôture du projet. Et sur le côté, vous avez les rôles et responsabilités en lien avec l'organisation qu'on vient de voir juste avant sur la gestion de ces 7 processus selon Prince2. Voilà pour l'aperçu Prince2. Merci Christophe. Du coup, pour la partie PMP, déjà PMP, ça veut dire quoi? C'est Project Management Professional. Ça se représente sous forme d'un guide qui a été mis en place par des membres du PMI, donc Project Management Institute, donc une organisation à but non lucratif américaine. Et dans ce guide, alors aujourd'hui, on en est à la 7e version. Donc la première version date de 1996, pour un peu d'historique. Et la dernière, elle est toute récente, elle date du début d'année. Donc moi, je vais plutôt vous parler de la version 6, qui est le guide que vous voyez, la photo que vous voyez à gauche, qui donc rassemble donc, un peu comme Prince2, rassemble donc dans 5 groupes de processus, donc qui parlent de l'initialisation, de la planification, d'exécution, du contrôle et de la clôture. Et parle également de domaines de connaissances. Donc, il y en a 10. Je ne vais pas tous les citer, mais on retrouve les domaines de gestion de la qualité, de gestion du périmètre, de gestion des parties prenantes, de la communication. Donc, c'est ce que vous avez en fait sur la colonne de gauche, enfin sur les lignes. En fait, vous avez les domaines de connaissances et les groupes de processus en colonne. Et en fait, dedans sont répartis 49 processus qui sont expliqués dans ce guide. Et pour chaque processus, donc, vous avez des livrables en entrée. Donc, qu'est-ce que l'on attend en entrée, des livrables en sortie, et bien évidemment des outils et des techniques qui sont présentés pour chacun de ces processus. C'est pour ça qu'on parle de guide d'une boîte à outils. Donc, PMP est une boîte à outils. Les processus sont effectivement pas forcément à prendre dans l'ordre. Donc, le guide peut être un peu déroutant. C'est en fait une gestion un peu non linéaire, on va dire. Voilà. Donc, et alors, du coup, le PMBOK, la version 7, donc, est plus récente. De ce que j'en sais, effectivement, ça a été mis en place pour répondre à des gestions de durée de vie plus courte des produits. Donc, on va parler plutôt d'agilité. Donc, on ne parle plus forcément de processus, mais on parle plutôt de principes. Donc, on retrouve des principes liés, je dirais, aux parties prenantes, au leadership, à tout ce qui va être adaptation, complexité du projet. Et c'est ce qui va permettre donc au chef de projet de le guider dans ses actions et ses comportements. Donc, également, on ne parle plus forcément de domaine de connaissances, mais on parle plutôt de domaine de performance. Donc, c'est vraiment toutes les activités qui vont être essentielles à la réalisation du projet. Et puis, on a quand même des sections sur les outils notamment. Voilà, donc autre chose sur la partie PMP, je dirais il y a une grande communauté professionnelle, donc vous pouvez être membre du PMI, quel que soit le statut, si vous avez passé l'examen PMP ou non. Et ça permet d'accéder notamment à des webinars ou des présentations sur différents domaines, que ce soit la gestion de projet ou autre, avec des retours d'expérience qui sont, à mon sens, assez intéressants. Voilà, donc dans cette slide, en fait,
on vous a représenté, on essaie de vous représenter, de vous reprendre une cartographie que bon nombre d'entre vous doivent connaître, qui est la cartographie de Ricardo Vargas, donc qui est disponible donc, via le lien sur cette slide, mais également sur Internet, vous pouvez la retrouver. Elle est intéressante parce qu'elle permet de se détacher du guide PMBOK et de se mettre en situation en tant que chef de projet dans ces groupes de processus. Donc, vous retrouvez 5 grands blocs, hein, donc le démarrage, la planification, l'exécution, la surveillance et maîtrise, et puis la clôture. Et ce qui est vraiment important, je pense, en retour d'expérience, c'est effectivement de comment se mettre en situation dans des processus, via des processus qui sont pour moi clés, qui sont les processus d'intégration du projet. Donc, on parle d'intégration comme processus qui font le lien entre les différentes activités du projet. Donc, par exemple, sur la partie planification, vous allez retrouver l'élaboration du plan de management de projet. Donc ça, c'est vraiment le processus cœur qui vient prendre en entrée tous les plans relatifs au périmètre, au coût, à la qualité, à l'échéancier, mais aussi qui vient aborder les notions de plan de management, de plan de gestion, de plan de gestion des changements et de plan de gestion de configuration. Donc, dans ce groupe de processus, vous allez retrouver notamment des notions, par exemple, pour tout ce qui a trait à la qualité, des notions de métrique, pour tout ce qui a trait aux ressources, des notions de charte d'équipe, d'organisation des ressources. Vous retrouvez également la notion de WBS. Vous allez retrouver également la collecte des exigences, la matrice de traçabilité. Donc, tout ça sont des outils qui vont vous permettre de mettre en place votre plan de management de projet. Et surtout, à l'issue de ce plan de management de projet, c'est de fixer ce qu'on appelle les baselines, ou ce qui est appelé en PMP les références de base. Donc, de fixer votre référence de base du périmètre via le WBS, de l'échéancier, des coûts et des performances. Et ces références de base, ça sont très importantes pour la suite, puisque dans le cadre de la surveillance et de l'exécution, c'est cette performance que l'on va venir mesurer et qui va être intéressante pour travailler sur l'anticipation des risques et des problèmes potentiels du projet. Donc, le deuxième grand bloc, effectivement, qui traite de l'exécution, on retrouve comme principe d'intégration diriger et gérer le projet et puis gérer la connaissance des personnes ou de l'équipe qui va travailler sur le projet. Donc là-dessus, effectivement, on va retrouver des notions de données de performance du projet. Pour gérer la qualité, on va retrouver donc des notions d'audit qualité, de rapport de qualité. Et puis, vous allez retrouver également des notions de gestion d'équipe, de retour d'expérience, de rapport de projet. C'est ce qui va permettre effectivement de suivre l'exécution du projet. Donc, c'est vraiment là-dedans, c'est comment je fais le travail qui est prévu dans le plan de management de projet. Et puis ensuite, vous avez un gros morceau qui est également sur la surveillance et la maîtrise. Donc là où le processus d'intégration, on parle vraiment de maîtriser le travail du projet et maîtriser les changements. Donc, ce qui est important en PMP, on parle beaucoup de changements et de maîtriser les changements et de demande de changement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Dans ce groupe de processus, on va retrouver tout ce qui concerne effectivement le périmètre. Quel est mon périmètre? Comment je vais le contrôler? Également sur les contrôles de qualité, le contrôle de mes livrables. On retrouve les ressources, la gestion des contrôles qualité. On va retrouver également sur la partie des risques des audits de risques, comment intégrer de nouveaux risques dans le projet. Au niveau des coûts, on va également retrouver une notion ou un outil qui est très utilisé en PMP, c'est la notion de la valeur acquise, qui va permettre de contrôler ses coûts et d'anticiper d'éventuelles dérives. Et puis aussi, vous retrouvez sur la partie échéancier pas mal d'outils et techniques qui permettent justement de travailler son planning. Donc, ça peut être des compressions, des avancées retards, la méthode de la chaîne critique ou tout simplement l'optimisation de ressources. Voilà, donc ça, c'est un bloc qui est très important. Et voilà, et on a des liens. Et en fait, ces processus d'intégration font le lien entre les différentes activités et vous permettent effectivement d'itérer différents processus à différents moments du projet. Donc là, on va axer maintenant, on va vous parler de comment démarrer un projet versus Prince2 versus PMP. Et puis, je vais laisser la main du coup à Christophe là-dessus. Ouais.
Et donc, par rapport à Prince2, comme je le disais tout à l'heure, donc les processus associés au démarrage d'un projet, ben, ce sont les deux premiers processus, en fait. Donc, il y a la partie élaboration de projet et le processus initier le projet. Et donc, en fait, la méthode Prince2 veut voir l'élaboration, enfin le démarrage d'un projet selon ces deux étapes, en fait, pour construire au fur et à mesure et étoffer au fur et à mesure de ces deux premiers processus le business case et le project charter en quelque sorte. Et donc, la partie élaboration de projet constitue à définir les premières bases du projet, le business case, l'approche, on s'entend par rapport aux leçons apprises du passé, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Un premier détail sur l'équipe hein, qui fera partie du projet et au niveau du plan de séquence. Donc, c'est déjà une première approche, un premier overview, j'ai envie de dire, du contenu du projet et de la façon dont le projet va se dérouler. Et donc, la gestion de cette étape-là et de ce process passe par la direction de projet, en fait, pour valider ces premières bases. Et donc, il y a un livrable qui est attendu à l'issue de cette élaboration de projet, c'est de fournir au comité de pilotage les premières informations pour être sûr du bon niveau de priorité, pour être sûr de la valeur ajoutée du projet et pour être sûr aussi que tout le monde est conscient et bien d'accord de ces premières bases. Donc, une fois que l'accord, en quelque sorte, est donné par le comité de pilotage, la deuxième étape va venir détailler davantage ce qu'on vient de faire dans l'élaboration de projet, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans le détail de la charte projet. Donc, on va finaliser complètement le business case en y introduisant la notion de risque et stratégie de configuration. Donc, on va vraiment dans le détail et dans non pas le quoi, mais aussi dans le comment on va vouloir dérouler l'ensemble des séquences. On vient avec une notion de planning, stratégie, qualité, communication et contrôle. Donc, il y a vraiment cette notion de comment qui vient se rajouter par rapport au processus précédent. Et donc, l'objectif de ça, hein, comme à chaque fois en Prince2, chaque séquence a un livrable clairement défini ou attendu. Mais l'objectif de cette initialisation de projet, c'est de fournir au comité de pilotage tout le détail pour décider du démarrage de l'exécution en tant que tel. Et à partir de ce moment-là, le projet démarre officiellement et c'est généralement, enfin, c'est pas généralement, c'est à ce moment-là que toutes les bases du projet doivent être fixées, considérant également l'aspect budgétaire. Hein. Tant qu'on ne démarre pas le projet, mais le besoin en budget n'est pas forcément attendu. Il peut être attendu avant. On peut avoir une phase d'étude éventuellement hein, dans l'initialisation de projet pour vraiment construire tous les détails, mais pas forcément. Par contre, à partir du moment où le projet démarre, c'est là qu'on a besoin de l'enveloppe budgétaire. Et donc, c'est une étape fatalement importante parce que tant qu'on n'a pas ce go-là, le projet peut toujours, la décision peut toujours être prise d'arrêter le projet si les bases sont pas claires ou si l'approche ou si la stratégie ou la valeur ajoutée du projet n'est pas clairement acceptée par le comité de pilotage. Donc voilà les deux étapes selon Prince2 pour le démarrage d'un projet en soi. Merci Christophe. Donc du coup, voilà, donc on va passer au démarrage en PMP. Donc là, vous vous reprojetez dans votre cartographie, vous êtes sur le groupe de processus de démarrage et vous avez donc deux processus qui sont l'élaboration de la charte du projet et l'identification des parties prenantes. Là, dans cette présentation-là, vous voyez, vous représentez bien donc, comment sont présentés les processus dans le guide, donc avec des données d'entrée, donc des livrables, des données de sortie, des livrables et les outils et techniques. Donc pour la charte du projet, vous retrouvez en document business, donc le document business en entrée, donc c'est
On revient un petit peu à ce que dit Christophe sur le Prince2, hein, c'est des documents business, donc l'analyse coût-bénéfice notamment. Vous retrouvez des notions d'accord si le projet est potentiellement géré pour un client spécifique ou à l'aide de fournisseurs externes. Donc, on retrouve ces notions d'accord. Et puis, donc, deux notions et de données d'entrée qui sont, je dirais, récurrentes à PMP, c'est les facteurs environnementaux de l'organisation. Donc, tout ce qui va être externe à l'organisation et qui peut avoir un impact sur le projet. Donc, un exemple, ça peut être une nouvelle réglementation qui n'était pas prévue et qui peut avoir un impact. Et puis également, vous retrouvez de manière récurrente les actifs organisationnels. Donc là, c'est tout ce qui est pour le coup interne à l'entreprise et qui vont avoir un impact qui va être plutôt support au projet. Donc, on va parler des procédures internes, des bases de données, des projets antérieurs, tout ce genre de choses qui permettent justement de s'appuyer dessus pour construire sa charte du projet. Ensuite, donc, vous passez sur les outils et techniques. Donc, qu'est-ce qui va permettre de m'aider dans la construction de cette charte de projet? Donc, ça, c'est pareil, il y a le jugement dit d'expert. Ça, c'est récurrent à quasiment tous les processus de PMP. C'est de dire, voilà, je vais faire appel à un expert qui va pouvoir, un ou plusieurs experts, hein, qui vont pouvoir m'apporter leur expertise dans la construction et la charte d'un projet. Donc, ça va être, par exemple, des personnes qui vont être à même d'apporter un support sur la stratégie organisationnelle, sur la gestion des bénéfices ou l'estimation des durées, des risques, par exemple, dans le cadre d'un projet spécifique. Également, une notion qu'on retrouve assez fréquemment, c'est la collecte des données. Donc, la collecte des données, ça va être, sont présentés en PMP, ce que vous connaissez sûrement, ça va être des brainstorming, des entretiens ou des réunions, tout simplement, qui vont permettre de collecter les données. Et puis, on retrouve également assez fréquemment dans le PMP les compétences interpersonnelles et d'équipe. C'est tout ce qui va permettre au chef de projet de pouvoir gérer un petit peu son équipe. Et surtout, on parle aussi de résolution de conflits, notamment, ou comment amener à travailler en collaboration pour répondre aux objectifs. Et puis également, vous retrouvez la notion de réunion. Et donc, en données de sortie, vous avez donc l'élaboration de la charte de projet en tant que livrable. Donc là, elle est assez développée en PMP. On retrouve pas mal de données, notamment les objectifs qui doivent être mesurables. On retrouve également des critères de réussite. On retrouve des exigences de haut niveau. On va évidemment avoir une description du projet. Un premier échéancier, qui sera caractérisé plutôt à jalon, hein, donc un macro planning. Et puis, on va retrouver des premières ressources financières approuvées, la liste des parties prenantes principales. Et puis également, une chose importante, ça va être aussi le rôle du chef de projet et de pouvoir le nommer dans cette charte de projet pour lui donner, je dirais, l'autorité nécessaire pour conduire ce projet-là. Voilà, on retrouve également tout ce qui va être exigence d'acceptation et de clôture du projet. Qu'est-ce que je vais devoir avoir besoin pour arriver à terme de mon projet. Voilà. Et puis aussi, potentiellement, renommer les sponsors qui vont me permettre aussi également d'être support au projet. Alors ensuite, donc, on a le deuxième processus qui va être identifier les parties prenantes. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est plutôt propre au PMP, qui est très intéressant et qui permet justement d'avoir une bonne idée déjà en amont du projet sur les personnes qui vont pouvoir avoir un impact sur le projet ou dans les deux sens, c'est-à-dire négatif ou positif. Donc, dans ce processus-là, on va retrouver en données d'entrée tout ce qui concerne la charte du projet en elle-même, ça c'est important. Et on retrouve les documents business. On retrouve également l'élaboration du plan de management de projet. Alors, vous allez me dire, on n'a pas démarré la planification, qu'il faut déjà avoir des plans de management de projet. Donc, évidemment, on parle de draft ou on parle de premiers plans qui vont être liés à cette phase-là. Donc, ça va être des plans de gestion de communication, comment la communication va être amenée dans ce projet-là, et puis aussi le plan de gestion des parties prenantes. Donc, c'est des premières entrées qui peuvent déjà être entamées ici. On retrouve aussi des notions de documents du projet. Ça, vous le retrouvez tout au long du projet. Donc, ça va être potentiellement des documents sur les points à traiter, sur des hypothèses notamment.
Hypothèses, d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé ici, mais les hypothèses, elles sont déjà écrites et formalisées dès le départ du projet. Donc, ça peut être des hypothèses, je dirais, de planning, de risque qui vont être pris, et potentiellement aussi sur des caractéristiques techniques, si on parle d'un développement produit, par exemple. Donc, tous ces documents-là, ils sont aussi nécessaires en données d'entrée pour identifier et voir quelle partie prenante réagit par rapport à ces premières hypothèses. On retrouve la notion d'accord, on retrouve évidemment les facteurs environnementaux de l'organisation et les actifs organisationnels. Ensuite, en outils techniques, vous retrouvez effectivement le jugement à dit d'expert, donc des personnes qui ont l'habitude justement d'identifier, de gérer des parties prenantes. Et puis, on retrouve effectivement la collecte de données, toujours, et l'analyse de données et la représentation des données. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est l'analyse des données sur les parties prenantes, c'est justement de voir quels sont le poste des parties prenantes clés, quels sont leurs rôles, quelles vont être leurs attentes, leurs compétences, et comment on peut les représenter de manière de les cartographier. Alors, on parle dans le PMP de matrices, on retrouve les matrices de pouvoir-intérêt, de pouvoir-influence ou d'impact-influence. Donc, effectivement, à travers ces matrices, effectivement, on va pouvoir ensuite construire ce qu'on appelle le registre des parties prenantes, qui est un livrable clé de sortie, qui permet justement de cartographier ces parties prenantes et d'avoir une évaluation claire et précise, une classification, et derrière le plan d'action qui va en découler, notamment aussi en termes de communication. Vous allez retrouver les demandes de changement. Déjà à cette étape-là, on peut avoir des demandes de changement. Vous voyez que c'est très présent en PMP. Et potentiellement, déjà, à l'issue de ces demandes de changement, potentiellement des modifications au niveau de la charte de projet si le changement est demandé par une partie prenante qui a un grand pouvoir. Et du coup, derrière, la mise à jour potentiellement du plan de management de projet si celui-ci veut le gérer potentiellement différemment. Et également la mise à jour des documents du projet. Donc ensuite, je regarde le temps en même temps, mais on n'est pas trop mal. Donc l'idée, ce qu'on a essayé de voir avec Christophe, c'est potentiellement d'essayer d'amener, de voir quels sont qu'on puisse comparer, comment peut-on comparer Prince2 et PMP. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur le schéma du bas, c'est qu'en Prince2 et en PMP, on est toujours dans le cycle vie d'un projet. Donc ça ne change pas, hein. On a un démarrage, une planification, une exécution et une clôture. Et puis également, forcément, on vient contrôler et maîtriser son projet. Ce qu'on peut dire du PMP, c'est qu'effectivement, il permet de structurer des connaissances. Il permet à un chef de projet de se situer dans sa cartographie et de pouvoir dire à un moment ou à un autre, voilà, j'en suis là, mon projet, et comment je peux le structurer, et comment je peux m'appuyer sur entre guillemets, cette boîte à outils qu'est le guide. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on dit que le guide il est potentiellement pas trop loin de nous et qu'on peut s'appuyer dessus. Prince2, à l'inverse, Prince2, c'est plutôt une méthode. Donc, on va vraiment avoir une méthode de gestion de projet structurée qui est adaptable et qui est basée sur des pratiques qui sont éprouvées sur le terrain et avec des objectifs clairs et précis. Et ce qu'il faut retenir de Prince2, c'est effectivement c'est une gestion effectivement par séquence. Ça, c'est important, Christophe en a parlé, et puis par exception. Voilà, merci Loïc. Ouais, effectivement. Et donc là, chaque méthode, même si, comme Loïc vient de l'expliquer, la trame est assez similaire, hein, dans la gestion d'un projet. Il n'y a pas 36 000 façons de gérer un projet. C'est plus l'approche et la méthode associée à cette gestion qui sont différentes. Et donc, chaque méthode, vous l'aurez compris, a ses avantages et ses inconvénients. Donc, par rapport à Prince2, une des forces, ou en tout cas les forces principales de cette méthode, c'est qu'elle est assez structurée avec des rôles et des process clairement définis. Donc, le pendant de ça, c'est que ça peut paraître rigide, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais l'avantage quand même prime sur l'inconvénient, à mon sens, par rapport à l'expérience que j'ai en gestion de projet. Ça cadenasse quand même
pas mal la progression et surtout, c'est pas pour répondre déjà à une question, mais surtout pour faire face aux imprévus. Donc, il y a une structure qui est là pour gérer la qualité, pour gérer les changements et les canaux de communication sont assez clairs. Et en tous les cas, dans la gestion de la séquence et du livrable associé à chacune de ces séquences, il y a une méthode, il y a des canaux de communication qui sont clairement définis. Et donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir gérer au mieux la qualité du projet et être réactif par rapport à un souci lié à la qualité, mais aussi réactif par rapport à un changement. Donc, souvent, pas tout le temps, mais un changement vient par rapport à un problème qualité, mais il peut y avoir un besoin supplémentaire qui tombe en plein milieu du projet. Et la structure ou la méthode gère quand même ça de façon assez structurée et assez précise. Donc, je paraphrase peut-être un petit peu, mais dans les forces de la méthode, c'est que on a quand même un modèle qui se base sur des pratiques, hein, leçons tirées du passé. C'est un peu la même chose en PMP, hein, Loïc l'a expliqué. La vision globale du projet, fatalement, dès le départ, on a le, la stratégie qui est connue, comment on va gérer la livraison des différents produits, comment on va gérer la qualité, comment on va communiquer, etc. etc. Et je reviens sur la gestion par séquence, les livrables intermédiaires et le suivi associé à tout ça. Une des faiblesses, hein, pour comparer avec PMP, c'est qu'au niveau de la gestion des coûts, il y a rien qui est prévu dans la certification Prince2 par rapport à ça. Le manque d'outils, hein, comparé à PMP, donc c'est vraiment l'approche qui est différente au niveau de ces deux méthodes. La rigidité, j'en ai parlé, et l'adaptation au contexte de l'entreprise. C'est, à mon sens, c'est un des problèmes de Prince2, c'est que demain, gérer un projet Prince2 au sein d'une entreprise, si c'est pas une méthode qui est connue de l'entreprise ou qui est éprouvée ou qui est déroulée au sein de l'entreprise, c'est un peu compliqué de dérouler du jour au lendemain un projet selon Prince2. Il y a quand même une structure qui est clairement définie et encore une fois, pour répondre déjà à une des questions, l'assurance projet, hein, de la méthode Prince2 a un rôle important là-dedans. Donc, cette équipe-là est en place pour s'assurer du bon déroulement du projet, de l'adhérence à la méthode en tant que telle et surtout la gestion de la qualité telle que définie dans le business case. Donc, c'est vraiment une approche assez rigide et à mon sens compliquée à dérouler comme ça au sein d'une entreprise parmi d'autres projets. Et donc, c'est un peu le pendant avec PMP. La force de la méthode, en tout cas une des forces de la méthode, c'est qu'on est plus sur une philosophie des boîtes à outils et des systèmes ou des outils à utiliser par le chef de projet en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Donc, c'est une méthode qui, comparée à Prince2, est beaucoup plus flexible, rien que par rapport à ça. L'indépendance de chaque domaine, hein, comme l'a évoqué Loïc, et le pendant par rapport à ce que je viens de dire sur Prince2, c'est que PMP est quand même vachement plus répandu que Prince2, et donc il y a une grande communauté professionnelle par rapport à cette méthode-là. Les faiblesses, peut-être plus de PMP, c'est les responsabilités sont peu détaillées. Hein. Là, on va retrouver un peu le pendant de Prince2, où les rôles et responsabilités sont assez clairs et assez précises. Ça reste une méthode qui, comme Loïc l'a évoqué, assez étendue, assez complexe. Et donc, une des faiblesses peut-être, c'est que ça demande quand même une certaine maturité pour pouvoir gérer ça correctement et dérouler au sein de l'entreprise. Et par rapport à cette maturité, hein, plus cette boîte à outils ou le fait d'être
d'aller chercher ce qu'on a besoin en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, mais c'est l'approche qui est non linéaire. Et ça, c'est vraiment une des grosses différences par rapport à Prince2 où on l'a clairement vu. Et donc, cette approche non linéaire spécifiquement peut parfois dérouter, d'où le besoin en maturité pour pouvoir dérouler correctement la méthode, quoi. Ça marche. Donc, Ouais, donc un petit voilà un bémol peu. ouais, juste un petit bémol sur la non-linéarité, effectivement, propre au guide PMBOK. Effectivement, après, sur la gestion du projet, on reste sur effectivement une gestion de projet qui est classique, c'est-à-dire que voilà, on définit ce que l'on veut faire, on part d'un besoin, on définit on définit dans le plan de projet ce qu'on veut faire, et puis après, on l'exécute, on le contrôle. Et on vient gérer les changements par rapport à ces baselines et je dirais ces les baselines que l'on a fixées dans le plan de management de projet. Donc effectivement, je vois des questions, bon, on y reviendra juste après, mais tout changement est géré par rapport à ce qui est prévu au départ, c'est-à-dire que ce soit au niveau de mes parties prenantes ou d'un client, je vais pas je vais pas aller directement discuter avec mon client du changement, mais je vais vraiment me baser d'abord sur ce qui est prévu dans chaque plan. Et c'est ça qui est important en PMP, pardon. Je passe. Alors, juste peut-être un petit mot Ouais, voilà, sur les examens. Ouais. ouais, les examens, les certifications, hein, on va le voir directement. Donc, Prince2 est beaucoup plus simple sans être péjoratif hein, à acquérir que PMP. Donc, la formation se donne, ça tient sur une semaine en fait. C'est assez intensif. Je parle de la formule advanced, enfin la certification advanced. Il y a une certification intermédiaire qui tient en 3 jours. Et ici, je parle de l'Advanced. Donc, c'est une semaine de formation, 4 jours et demi de formation de cours, de mise en situation et un examen d'une demi-journée à la fin. Et la certification reste valable 2 ans avec une mise à jour à passer à l'issue de ces 2 ans qui revient à passer le niveau intermédiaire de la certification, en fait. Voilà, et donc PMP, alors il y a différents formats, hein. On peut le passer en e-learning ou via des centres d'examen, mais le format classique, c'est grosso modo, vous avez 35 heures de cours à valider, plus une expérience métier projet. Donc en fonction de votre diplôme, vous avez plus ou moins d'années d'expérience à justifier en gestion de projet. Vous avez bien évidemment la lecture du guide, donc pour info, il fait autour de 1000 pages. Donc c'est quand même, ça prend quand même un petit peu de temps. Et après, généralement, en fonction des formules, on vous met à disposition des examens blancs qui permettent justement, vu que disons, l'examen il est vraiment basé sur c'est des questions de mise en situation. Donc c'est bien aussi d'avoir un peu d'entraînement. Donc je dirais voilà une durée estimative pour ceux qui voudraient avoir, c'est voilà pour les plus rapides, il faut compter environ 4 mois et puis je dirais 8 mois pour ceux qui ont un peu moins de temps. L'examen, il dure 4 heures, c'est vraiment une mise en situation. Et après, la certification, elle est valable 3 ans. Et en fait, pendant ces 3 ans, vous pouvez créditer ce qu'on appelle des PDU, donc sur le site du PMI. Donc, je parlais de pouvoir assister à des webinaires, des présentations, bah, vous gagnez des PDU comme ça. Donc, une heure de webinaire, c'est un PDU. Il en faut quand même 60 en 3 ans, donc ça fait une vingtaine par an. Voilà, c'est largement faisable. Si vous faites des formations ou autres, vous pouvez aussi gagner des PDU. Donc voilà, c'est largement faisable et ça permet juste derrière qu'elle soit de nouveau valable 3 ans de plus. Donc on va peut-être prendre quelques questions. Ouais. Ou s'il y en a qui veulent, je ne sais pas si on a accès au live ou si.
Ouais, après, n'hésitez pas à interagir. Sinon, dans le Ouais. chat, bon, là, par rapport à l'assurance projet, ben, je ne sais pas si en rentrant plus dans le détail, j'ai répondu à la question. Donc, c'est vraiment une équipe ou un groupe de personnes, j'insiste, hein, en délégation du comité de pilotage qui est indépendant du chef de projet, qui assure en fait le bon maintien de la méthode et surtout le maintien de la gestion de la qualité au sens projet du terme, non pas au sens livrable ou au sens produit. Donc, c'est peut-être ça la nuance à comprendre. C'est vraiment au sens projet du terme. Est-ce qu'on respecte ce qui a été défini dans le business case ou dans le project charter de départ tout au long de la vie du projet? Après, ouais, par rapport à la gestion des changements, les canaux de communication sont clairs. Donc, je vais peut-être plus parler de Prince2 pour cette question-là. Tu peux peut-être détailler Ouais. par la suite. Mais le comité de pilotage, hein, comme on l'a vu dans l'organisation, inclut l'utilisateur principal et le fournisseur principal. Et donc, le client est maintenu au courant de ce qui se passe dans le projet tout au long de la vie du projet. Et donc, le processus gestion, management du changement ou gestion des changements inclut clairement ce comité de pilotage dans la prise de décision, si décision doit y avoir. Donc, je dirais que l'utilisateur final reste au contact de ce qui se passe tout au long de la vie du projet. C'est une des forces de la structure par rapport aux rôles et responsabilités qui sont définis. Ouais, et concernant PMP, effectivement, le changement, il est vraiment important puisque déjà, il est défini par rapport à une base, un plan de management, un plan de gestion du changement dans lequel on vient décrire effectivement qu'est-ce qu'on fait quand on a un changement, comment on communique ce changement, comment on évalue l'impact, par rapport à quoi. Donc, je parlais des baselines et surtout par rapport potentiellement au client, comment on vient interagir avec ce client-là. Donc, surtout bien se référer à ce plan de gestion de changement. Et après, ça reste de la logique projet, c'est-à-dire évaluer les impacts potentiellement par rapport au planning, par rapport au risque projet, par rapport au coût. Et après, c'est si le changement est acté, bah, c'est de voir par rapport au plan comment on communique et puis après, on remet à jour potentiellement mise à jour de documents projet, mise à jour des plans de management pour repartir sur une nouvelle référence. Donc, Okay. je descends un petit peu, moi je descends le... Ouais, la question suivante, est-ce que Prince2 adopte la méthode Agile? Et donc, on a deux questions par rapport à ça. La suivante est dans la même lignée, hein, en tant que chef de projet. Quand choisir d'utiliser une méthode en cascade comme Prince2 et PMP par rapport à une méthode Agile? Alors, en toute transparence, je suis pas expert en méthode Agile. Si maintenant la question est axée sur le fait de s'adapter à l'environnement ou d'être réactif par un changement lié à l'environnement du projet, c'est en quelque sorte géré indirectement dans la notion de changement, management du changement. Maintenant, de là à dire est-ce qu'une méthode ou l'autre s'adapte mieux en complément d'une méthode agile. Je ne pourrais pas, moi, directement Ouais. répondre à la question. Je ne sais pas si tu as plus. Alors, PMP, la version 6, donc le guide, elle est orientée gestion cascade, très orientée gestion de cascade, pardon, parce qu'on définit vraiment, on part du besoin et du scope que l'on connaît. Donc, on détaille bien le scope et on détaille vraiment ce que l'on veut faire au départ. Et derrière, on exécute et on contrôle et on vient modifier donc avec des boucles d'itération si jamais il y a des changements. Donc, c'est vraiment orienté cascade, donc pas forcément très agile. C'est pourquoi ils ont sorti donc une nouvelle version, la V7
que là, je ne connais pas forcément. Et effectivement, dans cette version, on va être beaucoup plus agile et l'agilité rend vraiment. Donc là, il faudra, si vous voulez une méthode, enfin, concernant le PMP par rapport à cette agilité, je pense que je vous invite à regarder un petit peu la version 7 qui démarre et qui peut être tournée là-dessus. Ok. Même si la version 7, elle reste basée quand même sur le socle et la version 6. C'est vraiment, on va dire, un add-on qui vient apporter cette agilité. Si on continue les questions, donc je regarde pour être sûr de ne pas Là, on parle en ouais, sauter j'en ai une une. là. Ouais, vas-y. Prince2 est plus adapté à des projets modestes, alors que PMP permet d'être plus rigoureux dans de grosses structures de projet. Alors, il y a un point clé là sur les deux méthodes. Dans chaque organisation, évidemment, déjà, vous pouvez arriver dans des organisations, vous êtes dans des organisations qui ont déjà des méthodes projet. Chaque méthode est adaptée en fonction de son environnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas dérouler l'une ou l'autre méthode du début à la fin. On va prendre une partie ou des choses de ces méthodes pour les adapter à son environnement. Ou même s'il y a un environnement qui est déjà avec des processus projets qui sont bien définis, c'est de pouvoir apporter et de compléter avec enfin, du moins, je parle plutôt pour le PMP, mais de pouvoir l'adapter par des processus PMP. Mais en tout cas, l'adapter. Peut-être juste un exemple hein, pour compléter la réponse, et c'est en lien avec avec la question suivante. Est-ce que Prince2 est plus UK, PMP plus US? Oui, Prince2, c'est une méthode anglaise. Et pour répondre à la question précédente, est-ce que c'est plus adapté à des petits projets? Les Jeux Olympiques de Londres ont été gérés selon la méthode Prince2. Donc, c'est pas spécialement adapté à des plus petits projets, des gros projets comme ça, mais j'ai envie de dire peut-être plus des projets stand-alone, où c'est peut-être plus facilement applicable qu'au sein d'une entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, où les processus, où les méthodes et les canaux de communication sont déjà définis. Et donc, on ne va pas venir avec la méthode Prince2 et révolutionner toute l'histoire. Donc, c'est ça un peu le pendant. Mais oui, Prince2, c'est anglais. PMP, c'est américain. Et donc, maintenant, est-ce que ça s'adapte plus à un environnement ou l'autre? Je ne pense pas, mais en tout cas, l'origine des méthodes est clairement différente. Alors, question suivante, est-ce qu'il y a une option Lean Management dans les deux outils? Non, pas en Prince2, non. Pas forcément PMP non plus. Non, c'est peut-être plus une notion qui vient en complément, un peu comme Agile peut-être. C'est des notions qui peuvent venir en complément de la méthode de gestion de projet et qui peut aider à s'adapter à un environnement ou à un problème. Mais non, il n'y a pas spécifiquement de module Lean Management c'est pas spécifiquement, il y a pas de module Lean Management dans la méthode Prince2. Okay, la dernière question qu'on voit ici dans le chat, la méthode Agile est utilisable ouais, lorsque le périmètre est défini au fur et à mesure des itérations. Ouais, en complément Ouais, c'est complément. de réponse par rapport à ce qu'on vient de donner effectivement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuellement à l'oral ou pour compléter ça. Le timing est presque parfait. Hein, 57. S'il n'y en a pas, il y avait juste une petite ouverture sur les prochains webinars. Donc, il y a l'introduction à l'intégrité des données et son application au CSV, le 19 mai, l'importance de la cybersécurité, et puis le 2 juin, une première étape dans la résolution de problèmes, donc la méthode des routes causes. N'hésitez pas à vous connecter si certains sujets vous intéressent. Et comme on l'a dit en intro, c'est sa vie. Et donc, c'est assez diversifié comme approche.
une question qui est tombée. Ouais, de rien, avec plaisir. Le benchmark de ces deux outils, je dois dire que PMP est quand même beaucoup plus répandu que Prince2, hein. Donc, c'est clair. Donc, je ne sais pas si c'était l'objet de la question, mais en termes de représentativité sur dans le monde de l'entreprise, Prince2 est quand même beaucoup, même si les principes restent applicables, hein, en fin de compte, et dans une entreprise ou dans une autre, peut-être que l'initialisation de projet est découpée. Moi, perso, là, actuellement, on a une initialisation de projet qui est découpée en 3 étapes. Donc, Prince2, c'est 2, mais les principes restent fondamentalement les mêmes, sauf que la découpe peut être différente. Donc, je dirais ça donne quand même une très bonne base, en tout cas une bonne compréhension de l'organisation, des canaux de communication, même si ce n'est pas spécialement super représenté stricto sensu au sens vraiment Prince2 du terme, avec la bonne gestion des séquences, la bonne planification, la bonne gestion des différents processus. Ça donne quand même une vision globale qui aide quand même à la compréhension et au point d'attention d'un projet qui reste quand même la gestion de la progression, le contrôle de cette progression, la gestion de la qualité, la gestion des changements, hein. Je ne connais pas un seul projet où il n'y a pas un changement qui n'est pas survenu en cours de route. Et donc, ça donne quand même des bases par rapport à ça. Et ça aide quand même. Ça reste très complémentaire, les deux méthodes, on l'a peut-être dit, mais c'est deux méthodes vraiment très complémentaires. Et effectivement, Prince2, voilà, c'est vraiment la notion de méthode. Donc, peut-être effectivement, si vous avez besoin d'acquérir plus ce côté méthode, plutôt s'orienter vers Prince2. Et puis, si c'est plutôt côté outils, on va dire, avec des notions pour s'améliorer sur ces outils projets, c'est peut-être plutôt PMP. Voilà, en tout cas, les deux restent complémentaires. Ouais, clairement. Voilà, nickel, on est arrivé au bout de l'heure. Donc, merci à tous, à tous pour votre écoute et participation, les questions. J'espère qu'on a répondu correctement. Et donc, voilà, on vous souhaite une bonne après-midi, bonne continuation. Et content de vous avoir eu. Voilà, merci à vous deux. Merci. Merci, bon après-midi.